Donc, professeur Cambon, de Paris. Bonjour. Et moi, je suis Thomas, de Angers. C'est bien. Enchanté de faire ta connaissance. À Versailles. Oui, pardon. Oh là là, professeur, merci beaucoup, professeur. C'est un honneur. Voilà, je vais essayer de vous parler du Lacertus fibrosus. Merci pour l'affiche, en tout cas. J'étais content que vous fassiez cette affiche-là. Eh bien, merci Thomas. Donc, je suis vraiment très honorée d'avoir été invitée pour ce face-à-face que beaucoup d'entre vous attendaient depuis très très longtemps, on peut le dire. Qu'est-ce que tu fais Thomas. Je me prépare, Adeline. Ouais. Thomas, les gens te regardent. On m'a dit qu'il y a une professeure de Paris qui arrive, donc je prépare. Ça va être la guerre. Thomas, tout de suite, tu es dans l'excès. Tu as peur, c'est ça? Non. Ne t'inquiète pas, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. Il n'y a pas de problème, tu vas voir. Écoute, ça te ferait plaisir de tu parler en premier? Oui. Tu veux parler en premier, S'il te chaton? plaît. Bon, d'accord. Merci. Mais je t'interromps pas, mais tu m'interrompras pas après, d'accord? D'accord. Bon, ça va alors. Allez. Ce déguisement est vraiment ridicule. Le Wallant, le Thrush Club Test, ça fait un bon mariage et c'est pour le Lacertus. C'est bien ça. Pour le Lacertus, ça va être notre révolution. Le Wallant, vous connaissez, Wide Awake, Local Anesthesia No Tourniquet, ça permet d'opérer sous anesthésie locale. Le Thrush Club Test, c'est ce qui va faire le diagnostic des compressions nerveuses. Le Lacertus, c'est difficile à diagnostiquer et on n'a pas d'examen complémentaire validé. Et donc, le Thrush Club Test va permettre le diagnostic et le Wallant de valider cette espèce de syndrome un peu bizarre, mythe ou réalité. En tout cas, la mère de Lacertus, c'est vraiment Elisabeth Haggert qui est ici. La tétrade des compressions nerveuses, ça a été publié par Carl Hogan Haggert, le père de Elisabeth, sur la douleur au niveau de la douleur à la pression du nerf, la faiblesse des muscles concernés, le Thrush Club Test ou Scratch Sensory Test, enfin, on décide, et puis aussi le orthogonal kysotaping, qui est en fait du taping tout simplement. Tout ce que je vous dis, c'est évidemment publié dans des revues à comité de lecture. Là, par exemple, dans le PRS Global Open, pour le Lacertus, les muscles cibles, c'est le long fléchisseur du pouce. Donc vous avez une faiblesse du long fléchisseur du pouce. Il faut savoir examiner ce long fléchisseur du pouce en légère flexion de MP. La flexion de l'IPD de l'index est faible, alors que la flexion de l'IPD du majeur est forte. Donc vous avez le signe du hockey sign. J'aime pas trop ce signe-là, mais on peut essayer de faire la force de la pince au niveau du pouce et de l'index. Après, on va tester le troisième et dernier muscle, le FCR, donc la flexion contre résistance du fléchisseur radial du carpe, et on voit aussi une faiblesse de ce muscle-là. Donc on a une faiblesse des muscles concernés, on va faire le Thrush Club Test, on peut tester les cuisses, on peut tester les triceps, on fait ce qu'on veut, mais là on va tester les rotateurs externes d'épaule, on gratte au niveau là où on suspecte une compression nerveuse, et puis on a une perte de force de la moitié du corps, et là, pour la rotation externe d'épaule, une perte de cette force. Le quatrième signe, c'est la mise en place d'un taping. Donc on met un petit taping qu'on tend un tout petit peu sur la peau, et après on reteste immédiatement les muscles concernés, et on voit que les muscles reviennent immédiatement en force normale, contre résistance, pour la flexion du pouce, pour la flexion de l'index, et pour la flexion du poignet. Donc ça permet de bien montrer que c'était une souffrance au niveau du coude. On peut refaire le Thrush Club Test, mais là, on va pouvoir dire qu'on a gratté sur le taping. Peut-être que ce n'est pas très scientifique, mais en tout cas, le patient voit immédiatement qu'on a une récupération, une négativation du Thrush Club Test. Donc ça, c'est les dessins de Vincent Martinel. On avait publié ça dans une revue américaine. La table de Haggert, c'est ça qu'il faut connaître par cœur, c'est ça qu'il faut screener, il faut vérifier tous les nerfs à tous les niveaux. Et puis pour le Lacertus fibrosus, c'est la compression du nerf médian au coude avec la faiblesse de ses muscles cibles. Thrush Club Test a été publié pour le nerf ulnaire à la base en 2010 par Suzanne McKinnon et son équipe. Le syndrome du Lacertus a été publié en 2013. C'est des revues qui sont peu lues. Hand, c'est pas beaucoup moins lu que le Journal of Hand Surgery. Et Elisabeth Haggert a montré sa première série avec ses résultats pour la chirurgie. Alors évidemment, on ne dit pas j'ai un Thrush Club Test positif, alors j'opère, ce serait débile. On opère si on a des signes de sévérité, si les symptômes sont là depuis longtemps, si le patient a des antécédents de problèmes de nerfs comme le diabète,
on a toujours les 3 options de la kiné et de l'infiltration. L'infiltration, donc j'ai publié ça avec un ami à Lariboisière. On injecte des corticoïdes sous l'acertus fibrosus avec une aiguille de 40 mm 27 gauge, et puis on se met dans le triangle du rond pronateur, juste avant l'artère brachiale. Comment on libère ce lacertus? Vous pouvez le faire à ciel ouvert, vous pouvez le faire sous écho. L'anesthésie, évidemment, le Wallant permet de voir la récupération immédiate de la force, donc je préfère le Wallant. Et puis, dans une salle de chirurgie classique ou au cabinet, comme vous voulez. Voilà, par exemple, une vidéo au bloc opératoire avec une chirurgie à ciel ouvert. Vous avez, comme le Wallant permet la force préservée des muscles, vous testez le pouce, vous testez l'index, et puis vous testez le fléchisseur radial du carpe. Et puis le patient, il sent bien que là, j'ai gagné le bras de fer et que j'arrive à écraser son poignet sur la table d'opération. Vous avez sous Wallant, évidemment, pas de saignement. Vous voyez très bien les fibres obliques du lacertus fibrosus. Et puis, donc vous voyez la zone de vasoconstriction toute blanche autour du site opératoire. On a libéré le lacertus fibrosus et évidemment, immédiatement, on a une récupération de la force du pouce, de l'index, comme avec le taping. Et puis, le fléchisseur radial du carpe. Donc là, je lui demande de tenir. J'arrive pas à écraser. Je mets même ma deuxième main pour essayer d'écraser. Et là, il est tout content parce qu'il voit immédiatement qu'il a récupéré sa force. Mes choix, évidemment, c'est le Wallant au cabinet, puisque c'est plus écologique, moins cher. Et puis, sous échographie, on peut vérifier l'anatomie avant. Et on a une technique comme ça, mini-invasive, qu'on a publiée avec l'équipe de Rouen, avec Fabrice Duparc et puis Paul Michelin. Ici, pliez très très fort le pouce. Excellent. Super. Pliez l'index. Très fort, très fort. Tu vois, ça marche, ça Ça marche. Super. Donc voilà, vous voyez la différence et il répond très élégamment devant la vidéo. Oh ouais, putain, ouais. Évidemment, il y a des complications. En général, c'est des hématomes. Je n'ai pas eu d'infection ni d'algodystrophie, de dommages vasculo-nerveux. Il n'y a pas eu de récidive. Mais voilà, on est à plus de 1200 cas et on a vraiment un taux d'hématome assez important, autour de 10%. On peut même penser au lacertus avec... Il y a eu une opération à l'épaule suite à une chute de cheval. Un problème d'épaule, un problème de pseudo-capsulite d'épaule, avec un chirurgien d'épaule qui m'adresse cette patiente en me disant « je ne le sens pas, elle a une capsulite, elle a déjà été opérée pour son épaule, elle fait d'équitation en professionnel, et elle ne voit absolument pas pourquoi elle est là. » Vous avez mal dans la main là ou pas? Dans le bras? Non, juste là. Je viens pour l'épaule, docteur. Je ne viens pas pour la main, je ne sais pas ce que je fais ici. Elle n'a aucune douleur, aucune gêne au niveau de la main. Et quand on explore, alors je vais aller un peu plus vite, il y a tous les signes du lacertus qui sont présents, la faiblesse du poignet, mais elle ne voit toujours pas pourquoi elle est là. Alors que de l'autre côté, il y a la force, évidemment, c'est toujours comparatif l'examen. Ok, vous mettez comme ça, moi je comprends que vous résistez, on y va, allez, on y va, résistez fort, super. On scratch à gauche, Génial. elle tient. On scratch à droite, elle ne tient pas. Et donc elle a un lacertus. On va faire un taping. À l'époque, je faisais des gros tapings comme ça. Ici, pour le nerf médian au coude. C'était l'été, donc pour que ça colle bien, on fait ça. On vérifie. Évidemment, la force revient tout de suite. Super. Pliez fort l'index. Allez, fort. Vous voyez une différence ou pas? Ouais, ok. Vous mettez le Mais elle n'a pas de problème de force, donc elle s'en fiche que la force revienne. Fort. Voilà. Vous voyez la différence? Alors maintenant, vous mettez un bras comme ça et vous mettez en rotation externe. Et récupère immédiatement sa rotation externe. Je lui demande de lever le bras. Voilà. Et ça fait 4 ans qu'elle n'avait pas levé le bras comme ça. Donc en fait, le taping traite le lacertus. C'était essentiellement un problème de lacertus. Je l'ai opéré au cabinet. Donc là, je viens de l'opérer. Elle est examinée par un chirurgien de l'épaule, en l'occurrence le magnifique Rémi Bleton. Et son épaule redevient complètement souple. Ok. Et sur le côté maintenant? J'ai l'autorisation pour publier dans les congrès. Ok. Ça a été tenté d'objectiver ce problème de Scratch Collapse Test, et donc il y a une étude prospective qui est en cours. Ça a été publié par Vincent Martinel pour le Scratch EMG, pour vérifier cette zone silent au moment du scratching.
Il y a aussi la MR neurographie qui est disponible que pour les IRM-J pour l'instant. Et vous pouvez voir les compressions nerveuses. Il faut absolument demander au radiologue très précisément quel nerf vous suspectez. On ne dit plus syndrome du rond pronateur, selon l'édito de Jimbo Teng, qui est un chirurgien à Shanghai et puis qui est éditeur au Journal of Surgery européen. On dit maintenant syndrome de Struthers ou syndrome superficiel pronateur ou syndrome du lacertus. Et il conseille de d'abord commencer par lacertus, étant donné que la morbidité est extrêmement faible. Il y a plein de séries. C'est pas inventé le lacertus fibrosus. 275 cas pour Elisabeth Aguert, mais bon, c'est un peu elle qui l'a. Donc on voit d'autres auteurs, Amir Hamdan Ahmad à Kuala Lumpur ou Egmen Nayan à Istanbul. Il faut écouter les patients, les examiner. Évidemment, souvent le EMG est normal, donc il va falloir filmer les patients. Toujours faire un EMG et de l'imagerie, évidemment, toujours faire un EMG et de l'imagerie, et puis rester attentif et humble par rapport à ce syndrome. Vincent Martinel n'y croyait pas, évidemment, mais il n'arrivait plus à opérer ses épaules, et donc il m'a dit, me dis pas que j'ai cette connerie de lacertus, et évidemment, donc il a été traité. Et comme ça va mieux et que maintenant il n'a plus de douleur du tout, il a fait cette bande dessinée que je m'empresse d'offrir à la professeure de Paris. Tenez, professeur. Merci Thomas. Justement, j'avais rien pour allumer le feu l'hiver. Donc voilà pour ma partie, mais j'ai hâte d'écouter votre réponse, professeur. C'est bien naturel. Merci Thomas pour cet émouvant topo. Alors, bon, vous vous doutez dans quel camp je me situe. Alors, camp, c'est bien triste de devoir en arriver là. Hein. Voilà, dans cette pathologie, il y a deux camps, parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de parler de ça à un croyant, la seule réponse c'est... Ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre. Ok, bon. Alors, avant 2013... il n'y avait pas de lacertus fibrosus, il n'y avait pas. Et même Carl Goran, le papa d'Elisabeth, il n'en avait pas non plus, hein, parce qu'il a publié sur le syndrome du rond pronateur, qui, je te l'accorde, est un fourre-tout. Et à l'époque, les chirurgiens, et des maîtres dans la salle en conviendront, étaient très attentifs à ça. Et quand ils opéraient, ils faisaient vraiment le point sur les différentes structures anatomiques pouvant comprimer le nerf médian. Et ils avaient des constatations per-op, etc. Et donc, Carl Goran, il a montré qu'il avait genre 2 lacertus sur sa série de 20, je ne sais pas combien, compression proximale du nerf médian. Et voilà. Alors, conflit, syndrome d'Oedipe mal digéré, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à là. Mais enfin, il se passe quelque chose. Il publie une série extrêmement courte et très très spécifique de treilleuses suédoises qui avaient une compression du nerf médian proximal. Mais bon, voilà, on en était là. Et puis, 2013, le monstre est né. Papa Elisabeth et papa Thomas. Non, papa, oui, c'est tout dire, oui, lapsus révélateur. Et papa Thomas donne naissance à la créature. Et là, c'est l'explosion. Alors, c'est l'explosion, oui et non, parce que 22 séries ou articles sur le thème vraiment spécifique du lacertus, c'est pas non plus la folie. 37% des articles sont issus du même réseau de publicateurs. Vous avouerez que c'est un élément qui est important quand on fait la biblio sur un thème. Et quand on regarde de plus près, alors il y a bel et bien 2 études prospectives, 6 rétrospectives, mais le reste, ce ne sont pas des séries. Hein, c'est de la revue de littérature. Alors, j'aime bien quand il y a autant de revues de littérature que de séries, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, globalement. Donc ça, c'était le point sur la biblio. Alors, et les séries, elles ont des points communs. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas tant de patients que ça, au final, si j'en juge à l'énorme activité de certains praticiens à l'heure actuelle. Il y a peu ou pas de validation externe diagnostique. Hein. C'est une expertise clinique, point, pour certaines séries. Il y a 0 données, enfin je n'ai pas trouvé de données sur l'aspect péropératoire du nerf. C'est dommage, moi quand j'opère une compression nerveuse, j'aime bien regarder, voir s'il y a un aspect d'hyperémie ou de sténose, je trouve ça constructif. Il n'y a pas de recul à long terme réellement. On a 1 an, 2 ans, et pour certains éléments de l'étude d'Aguerre-Princeps, c'est PEROP. Alors, pour la récupération de la force, je veux dire. Et il y a très peu d'évaluation des complications. Alors, hématome, infection, tout ça, et je suis contente que tu aies dit qu'effectivement, en percutané, on peut facilement se taper une veine. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir combien de ces patients sont réopérés.
Je me suis laissé dire que certains patients opérés d'un lacertus, ils vont ensuite être opérés 2, 3 fois ou plusieurs fois d'autres nerfs en percute. Bon, moi, je pense qu'on peut considérer que c'est une complication. Je veux dire, quand on doit reprendre un patient pour autre chose, dans d'autres domaines, on nous dit que c'est une complication. Pourquoi là, ce ne serait pas le cas? Et par ailleurs, je n'ai pas vu d'études où les patients étaient reconvoqués à long terme. Et peut-être que si c'était fait, on se rendrait compte que certains des patients sont réopérés dans d'autres structures. Voilà, je ne dirais pas qui, mais j'entends de loin en loin des histoires. Alors l'hypothèse... le lacertus, peut-être, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas la réponse à ça, hein, mais il m'apparaît que le lacertus, c'est surtout un épaississement de la ponévrose antébrachiale qui est quand même plus proximal que le nerf médian, plus superficiel, excusez-moi, que le nerf médian. Le nerf n'est pas complètement sous. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec le rond pronateur? Est-ce que dans l'étude de Mel, il y avait bel et bien un aspect IRM un peu différent du rond pronateur? Est-ce que c'est un problème d'hyperpression qu'on n'est pas capable de mesurer? C'est très difficile de mesurer objectivement une hyperpression qui n'est pas continue, un syndrome d'éloge d'effort à minima, bon, je ne sais pas, hein, ça reste quand même des symptômes assez menus. Ce n'est pas évident de trouver des arguments objectifs. Mais enfin, moi, je ne suis pas sûre que ça soit le lacertus. Et manifestement, avant 2013, les chirurgiens avaient aussi beaucoup de mal à imaginer que ça serait que le lacertus, dont la section n'était que le premier temps d'une opération bien plus compliquée. Le diagnostic purement clinique, ça on a bien compris, ça c'est le recueil clinique d'Elisabeth Haggard dans sa grosse série Princesse. Déjà, on voit que tous les patients n'ont pas les mêmes symptômes, donc ce n'est pas forcément évident d'avoir un tableau homogène. Et on a quand même besoin d'avoir des arguments forts pour aller jusqu'à l'opération. Elisabeth, elle y croit, elle ne fait pas de EMG. Il n'y a pas de EMG dans sa série. Donc comme ça, voilà, elle n'a pas de doute, c'est très clair. Et il n'y a pas de mesure de force objective non plus. Elle dit, elles sont... Et je vois bien que tu mesures systématiquement très sérieusement, mais en fait, peut-être que j'ai un biais parce que je suis chirurgien de la paralysie, mais je crois que ce que vous considérez comme une perte de force, moi je la considérerais comme quelque chose de plutôt correct. Enfin, une résistance à 4+, bon écoute, moi c'est pas ce que j'appelle une paralysie, quoi. C'est pas pour moi un déficit qui serait majeur. Alors, j'ai peut-être un biais. Alors Klein a essayé de regarder ça, et effectivement, le MG est très rarement positif. Bon, vu qu'on est sur une pathologie plutôt du mouvement ou quelque chose de dynamique, c'est pas étonnant. Pas d'échographie dans aucune de ces séries, c'est dommage. L'échographie, c'est un bon outil quand on a un doute sur un syndrome canalaire. Hein. Ça a révolutionné le diagnostic des nerfs ulnaires au coude. L'échographie, c'est un bon examen. Donc tout ça, c'est un risque de biais de confirmation. Enfin, c'est-à-dire un mécanisme cognitif très naturel qu'on a tous à certains degrés qui consiste à privilégier les informations qui vont dans le sens de notre hypothèse. Bon, enfin, tout ça, c'est très subjectif quand même. On a observé une augmentation du nombre de cas. C'est intéressant de voir que voilà, il y a quelques années, Elisabeth, qui par définition était la plus accurate dans son diagnostic, elle en avait 2 par mois. Je ne sais pas combien elle en fait maintenant, mais probablement beaucoup plus. Certains chirurgiens du lacertus sont à plus de 10 par mois. Donc il y a quelque chose d'un peu étonnant. Et les chirurgiens du nerf en général sont toujours surpris. Moi-même, j'en ai opéré 2. Donc tu m'as appris à faire le scratch calab test, sinon j'étais incapable, d'ailleurs j'ai des doutes, mais j'en ai trouvé que 2. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pratique clinique probablement. Enfin, on observe bel et bien une incidence exponentielle. Alors le scratch calab test, bon, déjà le premier problème, il faut le prononcer correctement, donc c'est pas évident, enfin je ne peux pas le dire plusieurs fois de suite. Ensuite, il y a eu plusieurs études quand même qui ont essayé de regarder la sensibilité, la spécificité, et c'est pas gégène, on va dire. Et voilà, Tavorakazul, pardon, Tavorazakul, il avait quand même 45% de faux positifs, 40% de faux négatifs. On voit que ce n'est pas un test facile à prendre en main, c'est le cas de le dire. Et j'avais été impressionnée par l'étude de De Georges au GEM 2024 qui avait tâché d'utiliser un dynamomètre. Et ça, c'est des résultats qui ne retrouvaient pas de différence de force de rotation externe. Bon, alors finalement, Jane a conclu en 2024 que... c'est probablement un bon test de confirmation, mais un test diagnostique, les compétences du test, elles ne sont pas suffisantes. Et puis, c'est très opérateur dépendant, à tel point que Suzanne McKinnon a éprouvé le besoin de publier un autre article sur le test pour essayer de préciser. Alors bon, si tous les tests cliniques, il fallait plusieurs papiers pour apprendre à les faire, on serait bien... Dis donc, la 2e année de médecine à CMU, ça prendrait beaucoup de temps, hein.
Et puis bon, moi j'ai eu du mal, hein, parce que j'avais du mal à comprendre. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ouais, c'est un peu technique, donc vraiment que je gratouille trop ou que je chatouille pas assez, je ne sais pas. Enfin, tout ça, ça va aussi dans le sens du biais de sélection, de classification et tout. Bah, finalement, la population qu'on opérait, elle est peut-être pas complètement concordance avec les gens qui ont bel et bien ce syndrome. Et puis, bah, il y a un biais de circularité et il y a un problème de résonance, c'est-à-dire le test est valide parce que les gens vont mieux, donc le test est valide et finalement, scientifiquement parlant, ça ne marche pas forcément. Donc le mécanisme, moi j'aime bien quand il y a un rationnel scientifique, sinon bah, c'est le bordel. Le mécanisme, l'explication officielle, c'est, ou la description, qu'est-ce que c'est? On nous dit, on stimule un nerf cutané superficiel, qui n'est pas du tout dans le territoire du nerf en question, et ça je dirais ça pour toutes les compressions nerveuses occultes. Et puis ça va passer quelque part dans le cerveau, et à la fin, boum, les rotateurs externes d'épaule, bon. Alors, McCarthy a bel et bien publié cet intéressant schéma qui est, je le crains, très hypothétique, parce que finalement, je ne lui jette pas la pierre. Je ne vois pas trop comment on pourrait savoir, on n'a pas les outils pour savoir quel est le circuit neuronal pour faire ça. Mais quand je vois le schéma, moi, ça me fait beaucoup penser au schéma de Georges Perec dans son excellent article de l'interprétation, de la démonstration expérimentale d'une organisation tomatotopique chez la cantatrice. Je ne sais pas si vous connaissez ce papier, j'espère que... Non, il faut le lire, hein. C'est vraiment extraordinaire. Ils ont pris des cantatrices, ils ont jeté des tomates, c'est une blague évidemment, et ils ont regardé les facteurs influençant le caractère aigu ou pas du cri qui était déclenché. Bon. Alors, le traitement conservateur, j'aimerais bien en entendre plus parler dans les publications sur le Lacertus, parce que finalement, moi je vois un patient d'âge moyen ou jeune, potentiellement travailleur manuel, hein, chez Elisabeth Aguerd, elle dit quand même que 80% des patients de la première série, c'était des gens qui travaillaient en pronation. Pronation, repronateur, non, il n'y a aucun lien. Et donc, c'est bon, des gens qui ont un contexte de travail qui est peut-être agréable, peut-être pas agréable. Mais enfin, pour moi, ils ont quand même un trou musculo-squelettique, hein, ces gens-là, donc on en a plein en consultation. Il y a probablement d'autres facteurs que purement anatomiques à explorer, et je serais tentée de prolonger quand même pas mal le traitement conservateur avant de proposer une chirurgie ou d'attribuer un état ou quelques douleurs ou gènes à uniquement ça. Bon, il est très possible qu'attendre longtemps suffise à régler le problème ou modifier les gestes. Par exemple, en Suède, la pratique courante, c'est de ne pas opérer les syndromes canalaires avant au moins 1 an ou 2 de traitement conservateur, et d'ailleurs, Elisabeth ne travaille plus en Suède. Alors, il n'y a pas de notion dans la série d'Aguerd du tout de traitement conservateur, et puis donc on a vu que le corticoïde pouvait être une option. Bon, ça ne marche pas non plus très longtemps, mais quand j'injecte le corticoïde, ben, il agit sur tous les éléments anatomiques au contact duquel le produit est. Hein, on est d'accord. Plusieurs, quoi. Alors la chirurgie est simple. Dans les mains expertes, nul doute que ce soit comme une flèche tirée par un archer dans la cible sous un soleil couchant. Elle est souvent éco-guidée, réalisable en office surgery et iatrogénie extrêmement faible. Ça, c'est clair et net. Alors pour le patient, c'est très attractif. Ça se conçoit bien. La consultation, elle est généralement assez longue. Il y a une écoute. Tout est fait pour son confort. Il voit le problème avec le chirurgien. C'est fait sous local. Personnellement, j'adore la Wallande. C'est mini-invasif. Bon, alors, je ne crois pas que, parce qu'un geste est mini-invasif, nécessairement, eh bien, on peut s'en déduire qu'il est utile ou indispensable. C'est pas parce qu'une intervention est facile et quand on trouve qu'une indication est facile, ben on a tendance à élargir les indications. Enfin, c'est vrai, c'est une habitude normale de chirurgien. Alors, les résultats dans la série de 2023, qui est vraiment une grosse série de Elisabeth Aguerd, bon, il y avait 40% de perdus de vue. Je ne jette pas la pierre, moi aussi, j'ai des gros pourcents de perdus de vue. Il y avait une amélioration du DASH, 88% de satisfaction. Moi, j'aime bien quand les critères d'évaluation sont en concordance avec l'hypothèse scientifique et le geste qui a été fait. Est-ce que le DASH est l'élément le plus approprié pour évaluer une compression nerveuse qui donne une perte de force et finalement on opère les patients beaucoup pour ça? Je ne crois pas. Je crois que j'aurais aimé voir une évaluation objective de la force avant-après. Bon, là, il n'y a jamais d'évaluation objective. C'est ennuyeux. Et la force, donc Azokar, il a essayé. Alors, il a bel et bien obtenu en PEROP, excusez-moi, PEROP sous-Wallante,
C'est pas la même chose que dans 2 ans. 5 kilos de plus pour le FPL, 0,2 kilos de plus pour le FDP. Voilà, je fais des gestes sous Wallante et je sais que le résultat PEROP en termes de mobilité est souvent bien meilleur que celui quelques jours après. Et le taux de reprise pour neurolyse itérative, on ne le connaît pas, il n'est jamais abordé et il y a des neurolyses itératives. Donc tout ça, il y a un biais d'évaluation. Pourquoi les patients vont mieux? Ça, c'est une question qu'on pourrait poser pour n'importe quel traitement. Il y a l'évolution naturelle, voilà, c'est une possibilité. Il y a l'effet placebo qui est majeur en chirurgie, il n'y a pas de terme pour ça, mais la relation médecin-malade joue un rôle bien plus important qu'en pratique médicale. Ça peut être le lien avec le rééducateur aussi, et puis ça pourrait être une erreur de diagnostic ou d'indication. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer un résultat. Temporalité n'est pas causalité, je dis pour nos amis philosophes. Alors, tendance actuelle, c'est la dynervologie. Si on coupe un truc, pourquoi on ne pourrait pas couper les autres trucs? Alors, ça s'étend. Il y a le nerf axillaire, le nerf radial, je pense aussi peut-être le syndrome du défilé, nerf fibulaire, nerf saphène médial. Je pense que toutes ces nouvelles localisations devraient être soumises à la même rigueur d'analyse et d'enquête avant de se généraliser. Voilà, je ne pense pas que ce soit parce que sous écho, quelque chose peut être coupé qu'il faut nécessairement le faire. Il y a plein de choses que parfois j'ai envie de couper que je ne coupe pas. Alors, il y a probablement des conflits d'intérêts académiques, car vous êtes des formateurs acharnés, et il y a tout un tas d'offres de formation qui sont formidables, je n'en doute pas, mais c'est toujours pareil. Quand c'est toujours les mêmes qui publient et qui enseignent, au bout d'un moment, c'est difficile de considérer qu'il y a une objectivité totale dans le message. Alors, un effet de mode, en tout cas, certaines modes gagneraient à vite redisparaître, à mon avis. Je suis convaincue que ce n'est pas aussi fréquent que certaines personnes pensent et que ça génère un enthousiasme très naturel. Tout ce qui est nouveau et rigolo. Donc, ça explique probablement qu'il y a eu de plus en plus d'indications. Je pense que pour les jeunes, il faut rester très critique. De manière générale, je suis peut-être trop critique. Mais quand vous avez une technique qui émerge, un petit pas en arrière, regardez ce que ça donne. 3 ans après, si c'est encore là, vous pouvez encore vous y intéresser. Et depuis que je fais ça, il y a plein de choses que je n'ai jamais commencé, mais que je ne commencerai pas non plus. Donc c'est parfait. Et peut-être qu'après, voilà, la roue tourne, pas que dans l'histoire, en chirurgie aussi. Alors, bon, moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de subjectivité dans l'indication. On n'a pas encore compris vraiment bien, il n'y a pas d'éléments scientifiques objectifs qui permet d'affirmer ce diagnostic-là. Les mécanismes, je ne les comprends pas. Et il n'y a pas d'explication neurophysiologique qui tienne la route du tout, à mon sens. Probablement qu'il y a un risque de surindication. Alors, est-ce qu'il y a des compressions du nerf médian à l'acertus? Probablement. Est-ce qu'il y en a autant que... Est-ce qu'on a assez d'arguments scientifiques pour en faire régulièrement le diagnostic et en opérer? Je ne suis pas sûre du tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci à vous deux. Je vois que ça n'a pas été trop violent. Tu as pu retirer ton gilet pare-balles, Thomas. Avez-vous des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Bien, merci beaucoup pour cette controverse. C'était très intéressant. J'ai une question pour Thomas. D'un point de vue physiopathologique, je suis quand même... ça m'interroge l'histoire du tapping. Parce que quand tu mets du tapping, tu augmentes une compression. Comment cette augmentation de la compression pourrait-elle libérer de la compression? Il y a un truc qui m'échappe un peu. Oui, c'est exactement ça. On se dit qu'on va comprimer quelque chose un peu comme un strapping, mais le tapping, c'est utilisé en ostéopathie depuis longtemps, et en fait, c'est complètement hypothétique. Il n'y a absolument aucune étude d'imagerie là-dessus, ni aucune étude EMG, puisque déjà l'EMG est normal. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mettre une toute petite... C'est vraiment une idée, c'est de mettre une toute petite tension, et l'effet de rapprochement de la peau entre les deux extrémités du tapping fait que ça décolle. C'est ça l'idée du truc. Et donc, en fait, c'est pas un strapping, c'est en fait, on décolle et on voit immédiatement la récupération de la force sur la zone. Et donc voilà, donc on l'a évidemment tellement difficile à publier. Enfin, n'importe quel comité de lecture. Donc voilà, là, on vient de le sortir dans le PRS Global Open pour le nerf fibulaire commun.
On l'a publié et on a eu le prix du Best Paper en 2024 pour le nerf médian au coude. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, pendant 2 ans, j'ai dit que c'était n'importe quoi de faire ça, évidemment. Et quand je l'ai mis en pratique, j'ai vu que ça a marché. Donc, on publie nos observations. Mais voilà, imaginez que le site de Babinski sort en 2026 et on va dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi le gros orteil il remonterait, prouve-le-moi, et est-ce que tu as mesuré la vitesse de redressement du gros orteil, et est-ce que tu as fait une IRM dynamique pour... Donc Babinski n'aurait jamais sorti son signe. Je pense que si, il aurait fait une étude avec 4 témoins, avec des patients dans la population générale, et il aurait fait son test pour une grosse cohorte de patients et de personnes saines, et avec une corrélation scan. À l'heure actuelle, avec les outils actuels, on aurait vu qu'une lésion du motoneurone central est associée... Mais je ne connais pas la physiopathe du Babinski. Longue vie à Babinski. Non. C'était sur le taping. Oui, justement. J'ai dévié. Si vous voulez convaincre, et il y a encore du boulot, il faut, c'est comme l'homéopathie, il va falloir faire les études pour de vrai. C'est-à-dire, moi, je veux que vous preniez des gens sains. Et tu vois, la dame avec l'épaule, jamais je l'aurais opérée. Et je ne suis pas encore convaincue qu'il fallait. Parce qu'elle n'est pas venue, elle n'avait pas de demande de ce point de vue-là. Et quand il n'y a aucun rationnel, je dis scientifique, je passe pour une illuminée, mais là on parle quand même de chirurgie, c'est pas anodin. Il faut qu'il y ait un rationnel à tout ce qu'on fait. Mais Adeline, c'est pas à toi de paraître pour une illuminée. Là, on rentre presque dans la chirurgie. Il n'y a pas de rationnel pour le moment autre que clinique. Et clinique un peu orientée, et on l'a vu avec tout ce que tu nous as dit, sur les limites de l'examen clinique et son absence de sensibilité, etc. Donc, voilà, on rentre presque dans le domaine, effectivement, du gourou, le chirurgien gourou. Alors, le chirurgien gourou, placebo, donc, il guérit son patient, malgré tout. Mais est-ce que c'est le bon chemin pour le guérir? Est-ce que le chemin, c'est forcément la chirurgie? Ou est-ce que c'est l'attention qu'on a portée au patient pendant un moment qui a fait que le mouvement se déclenche alors qu'il ne se déclenchait pas avant? Voilà, donc il faut se poser d'autres questions. Il ne faut pas foncer tête baissée sur une pratique qui s'auto-confirme d'ailleurs, et essayer de trouver des hypothèses physiopathologiques qui font que ça marche. Le ça marche ne peut pas être l'alpha et oméga d'une pratique clinique objective. Voilà. Or, nous sommes chirurgiens, nous sommes médecins, nous devons au moins essayer de trouver, avant d'appliquer, de trouver le mécanisme qui fait que dans certaines mains et dans certaines conditions, ces patients sont améliorés. Et je suis d'accord avec toi, il faudrait au moins 2 groupes qui soient suivis pendant longtemps et certains pas opérés du tout, et de voir comment ils évoluent, en y passant la même attention et le même temps. Oui, merci à vous pour ce débat. J'avais une question, et justement le signe de Babinski tombe juste. Comment, pour Thomas, comment expliques-tu que tu arrives à faire le Scratch Collab Test, j'ai autant de mal à le dire que toi, Adeline, et que beaucoup d'entre nous n'arriveront pas à le faire, alors que pour le coup, même le signe de Babinski, on ne sait pas trop comment ça marche. Voilà. On ne savait pas trop comment ça marche, on le sait maintenant, mais même l'externe arrive à le faire. J'en sais rien. Comment j'y arrive et pas toi? Oui, j'aimerais bien savoir moi aussi. Parce que j'essaye, hein. Ça fait des années que tous mes canaux carpiens, je le fais. C'est à moi de répondre, c'est tout. Pardon. Non, je sais pas, comme tout signe clinique, ça s'apprend. Après, je sais pas, moi au début je savais pas le faire, hein, et puis j'ai passé une semaine à Stockholm pour apprendre. Ouais. Comme il faut respecter la battle, je vais poser une question à Adeline. Un canal carpien que tu opères et que tu revois au bout de 3-4 mois, qui va pas bien, le fameux chirurgien content, patient mécontent parce qu'il n'a plus les fourmillements la nuit, mais par contre c'est un patient qui n'a plus de force, qui a l'impression que dans son travail il y a une fatigabilité, et où on a tous ces signes-là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Eh bien, je l'examine finement. Je fais l'examen, après le chapitre échec, entre guillemets, syndrome du canal carpien. Je vois, je discute longuement avec lui et je l'examine. Mais c'est assez fréquent, le syndrome du canal carpien. Bon, je continue à le suivre et ça rentre dans l'ordre dans les 3 mois. Enfin, moi, j'ai pas observé de gens continuant à se plaindre de la perte de force après canal carpien. Enfin, c'est un fait. Tout à l'heure, c'est vrai que l'examen clinique est très très variable d'une consultation à une autre. Un patient, on a l'impression qu'on a l'acertus, on le revoit 3 mois après. Il est assez régulier qu'on n'ait plus les mêmes signes. Il y a Geoffroy, je crois. Oui, ça c'est intéressant. Moi, je voulais faire 3 remarques. La première, c'est que moi, je travaille pas trop loin de chez Thomas et je fais que de l'épaule et je vois des gens parfois qui ont des épaules un peu bizarres, avec des douleurs neuro un peu. Je fais des scrap collage tests et quand ils sont positifs, je les envoie à Thomas, mais j'en vois peut-être 3 ou 4 par an. Et donc il y a forcément un effet parce que nous tous, on les envoie à Thomas quand on ne sait pas ce que c'est. Donc le fait qu'il en fasse beaucoup, c'est aussi que quand tu as un patient, tu ne sais pas ce qu'il a et que tu trouves un test positif, tu dis qu'il a peut-être autre chose. Donc s'il en fait beaucoup, c'est aussi parce qu'on a des patients qui ne vont pas bien et après on les envoie, ils les opèrent ou ils les opèrent pas. En tout cas, il y a un effet centre qui est lié aussi au fait que c'est quelque chose qui innove. Concernant l'innovation, moi j'ai fait partie des premiers qui ont fait des butées sous arthro. Et ça, c'est un conseil que je donne à Thomas. Hein. Au bout de 5 ans, on a fait un sympo à la SFA avec Gilles Valch et La Fosse. Et la conclusion du sympo, c'est que la butée sous arthrose, ça ne servait à rien. Alors, et donc, on a arrêté. Ah oui. Donc, il y a un moment, il va falloir que vous fassiez ça. Sinon, vous allez passer toujours pour des huluberlus et des magiciens. Après, plus vous repoussez cette étude et plus vous le faites, plus vous passez pour des rigolos. Et c'est comme ça, c'est votre choix. Et j'ai une dernière remarque que je ferai à Pierre-Sylvain, parce que je crois que tu fais des expertises. Ma question, c'est comment, si tu as une complication, et il y en a dans les lacertus, sur un lacertus fait sous écho, chez un patient qui avait en fait un examen normal, un EMG normal, tout était normal, tu as eu une complication chirurgicale, comment est-ce que l'expert, donc elle n'est pas vraiment pour toi Thomas, mais plus pour Pierre-Sylvain, comment est-ce que toi tu vas gérer une complication sur une pathologie qui aujourd'hui est aussi difficile? Il y a Fabrice aussi qui en fait. Moi, ça ne me pose pas de problème en tant qu'expertise, dans la mesure où on justifie son acte, où c'est tracé, où l'explication est donnée. Nous, en tant qu'experts, on a juste à rechercher si l'explication a été donnée. Si le patient... Si les données de la littérature sont aussi... Alors, il faut aussi s'appuyer sur... Parce que c'est à la phrase, si les soins ont été donnés de façon diligente et en accord oui, mais avec les pratiques... Si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on fait comme pour les industriels, on tue l'innovation. Oui, on tue l'innovation. Donc à un moment donné, il faut qu'on respecte aussi... Mais après, c'est l'explication au patient... Moi, quand j'opère du lacertus, j'explique aux gens que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, là, sur la dame, la dame qui n'avait pas de symptomatologie au niveau du membre supérieur, enfin au niveau du poignet, de la main, et malheureusement, il y a une complication et elle a un déficit sur le poignet et la main, je suis désolé, dans l'état actuel, des examens préopératoires et de la littérature... Moi, c'est ma philosophie d'expertise. Je n'irai pas à l'encontre de ce geste chirurgical à partir du moment où c'est tracé. Après, on peut nous remettre en cause, mais ça sous-entend... Là, il va falloir que je prenne la parole à un moment. La première question... la battle, c'est pas moi, normalement. Oui, mais j'ai des choses à dire aussi. Donc, la soupape chuchote fortement. Mais l'expert vous a répondu. Ne parlons pas d'expertise, s'il te plaît. C'est une autre controverse. L'émission d'expertise commence. Quasiment 100%, c'est est-ce que les soins ont été diligents et surtout sont en conforme avec les pratiques. Et ça, voilà. Et c'est là-dessus que l'expert après fait sa discussion. Mais il faut prendre en compte la littérature, il faut prendre en compte effectivement si on a bien expliqué, si les gens ont été bien vus, s'ils ont été bien revus, si le geste a été fait dans les règles de l'art. Mais là, on a quand même un vide de littérature et en plus une intervention et des indications qui restent un peu borderline, comme on l'a dit. Moi, je pense que ce n'est pas le travail de l'expert. Okay. C'est le travail de l'expert s'il y a une erreur chirurgicale, mais en l'occurrence, il y a quand même un certain nombre de publications sur le sujet. Ah non. Bon, j'ai mon micro, moi. C'est notre bataille. Je voudrais répondre. Je rebondis sur mon patient a quelque chose, je ne comprends pas bien, je l'envoie à un spécialiste d'une technique, il va mieux après, c'est bon. Alors ça, d'un point de vue scientifique, ça ne marche pas. Est-ce que tu as fait une échographie de la vésicule biliaire à tous ces patients-là? Si la réponse est non, tu ne peux rien conclure de ton raisonnement est faux. Tu ne peux pas conclure.
Et ça, c'est le concept de n'importe quelle médecine parallèle. Je fais quelque chose, je suis convaincue, je fais un truc, ça peut être lire les lignes de la main ou passer différents cristaux, personnellement je préfère la labradorite, et je dis quelque chose, je noue un lien avec mon patient, mais les passes magnétiques ça marche très bien aussi, et il va mieux après, mais youpi. Mais là, 2013, la première publication, ça fait 13 ans, avec les outils qu'on a méthodologiques, s'il y a toujours 90% de gens qui croient que c'est du bullshit, eh bien, essayons d'aller plus loin. L'homéopathie a souhaité de ne pas se coltiner ce travail-là. Ils ont fait ce choix-là. Bon, il y a des sombres histoires de remboursement par la Sécu. Longue vie à eux. Mais là on est là pour faire des choses qui sont validées un minimum et dire, alors en tant qu'expert, moi, on ne sait pas, on va... le patient est informé, donc c'est bon. Non, ça me pose problème. Ça me pose problème. Dans ce cas-là, moi, je te fais une lymphadenectomie de l'oreille pour un gars qui a un lymphome de Morton. Je lui explique et ça va bien se passer. Là, on parle d'éthique, de déontologie. Là, on revient à l'origine du truc. Gardez votre esprit ouvert et la butée sous arthro. Enfin, dans des mains expertes pendant des années, c'était génial. Je suis extrêmement admirative que les grands experts de cette technique aient eu le courage de dire, les mecs, on arrête de faire ça, on a bien évalué et on y revient en arrière. Il y a plein de techniques en chirurgie qui ne feront pas cet effort-là et des chirurgiens experts qui n'auront pas cette honnêteté. Enfin, on pourrait en citer des caisses. Bon, il faut scoltiner ça et voilà, j'ai fait une étude comparative de 2 prothèses radiales et ma préférée, j'ai réalisé qu'elle était moins bien et j'ai arrêté. Il faut savoir faire ça. Voilà. Merci à vous deux. C'était super. On pourra continuer le débat, mais il faut continuer.